Salut à tous, je m'appelle Quentin et je vous propose aujourd'hui un topo sur la dissection aortique. La dissection aortique, elle ne fait pas l'objet d'un item à part entière, elle est souvent traitée dans l'item douleur thoracique, néanmoins je pense qu'elle est tombable, au moins en question isolée, et je vous propose de revoir ensemble les points principaux. Alors un peu de physiopathe pour commencer. Qu'est-ce que c'est que la dissection aortique? C'est une déchirure de la paroi aortique au niveau de l'intima. De ce fait, du sang va venir s'infiltrer entre l'intima et la média et va décoller de proche en proche ces deux tuniques pour constituer ce qu'on appelle un faux chenal. Le vrai chenal, c'est le vrai conduit dans lequel le sang est censé circuler, tandis que le faux chenal, c'est le faux conduit créé par la dissection. Ce faux chenal, il peut progresser de deux manières, dans le sens antérograde, c'est-à-dire dans le sens normal de la circulation, vers les troncs supraortiques, vers l'aorte descendante, puis l'aorte abdominale, le tronc cœliaque, les artères mésentériques, les artères rénales, et parfois jusqu'à la bifurcation aortique. C'est ce qui peut expliquer qu'une dissection aortique soit responsable d'un AVC, d'une ischémie digestive ou d'une insuffisance rénale aiguë. Et à l'inverse, le faux chenal peut progresser dans le sens rétrograde, donc dans le sens inverse du sens de la circulation normale, vers les ostias des artères coronaires. C'est ce qui explique que la dissection aortique peut être responsable d'un syndrome coronarien aigu. Par ailleurs, la dissection aortique est une cause d'insuffisance aortique aiguë. Et puis enfin, à l'occasion d'une dissection aortique, du sang peut venir s'infiltrer dans la cavité péricardique pour constituer un hémopéricarde plus ou moins abondant qui peut aller jusqu'à la tamponnade. Alors les facteurs de risque de dissection aortique, ils sont nombreux. Le principal et de loin, c'est vraiment l'hypertension artérielle, ancienne et mal équilibrée. On en trouve plein d'autres, l'abicus-pythie aortique, les élastopathies congénitales comme la maladie de Marfan ou le syndrome d'Ehlers-Danlos, plus rarement un traumatisme thoracique, vous en trouverez d'autres, la coarctation de l'aorte, la grossesse est également mise en cause. Alors, une dissection aortique peut se classer de deux manières. La classification qui est désormais la plus utilisée, c'est la classification de Stanford. Pour rester simple, on raisonne uniquement en fonction de est-ce que la dissection aortique concerne ou épargne l'aorte ascendante. Si la dissection touche l'aorte ascendante, on est nécessairement sur une dissection de type A. Si la dissection épargne l'aorte ascendante, alors il s'agit d'une dissection de type B. Donc sur une dissection de type A, peu importe jusqu'où l'aorte est disséquée, dès lors que l'aorte ascendante est disséquée, on est nécessairement sur un type A. L'autre classification, qui est la classification de Tebeke, les plus anciennes, elle est de moins en moins utilisée, je vous l'ai mise de principe, je vous laisserai lire ça tranquillement. En ce qui concerne le tableau clinique de la dissection aortique, le maître symptôme, c'est la douleur thoracique. Il s'agit d'une douleur aiguë, d'apparition brutale, très intense, initialement rétrosternale, puis qui va migrer entre les omoplates et vers les lombes. C'est une douleur continue, permanente, sans facteur aggravant ni calmant, et qui s'accompagne souvent d'une agitation, d'une anxiété. Chez un malade qui présente une douleur thoracique, quelques éléments peuvent orienter vers une dissection aortique. Il faudra chercher une asymétrie tensionnelle. Sur le plan hémodynamique, une abolition ou une asymétrie des pouls périphériques, des signes d'insuffisance cardiaque ou bien encore un souffle d'insuffisance aortique non connu. Sur le plan neurologique, le patient peut être déficitaire si jamais la dissection s'étend vers les troncs supraaortiques. D'où l'importance de retenir que toute douleur thoracique doit conduire à une mesure de la pression artérielle aux deux bras et que tout souffle d'insuffisance aortique non connu, découvert dans un contexte de douleur thoracique, doit faire évoquer une dissection aortique. Nous passons à la conduite à tenir en cas de suspicion de dissection aortique. Le premier examen qui doit être réalisé, idéalement en préhospitalier, comme devant toute
douleur thoracique, c'est l'ECG. La plupart du temps, en cas de dissection aortique, l'ECG sera normal. Parfois, il peut montrer des troubles de la repolarisation, soit parce que la dissection s'étend aux artères coronaires, soit parce que le voile intimal, que l'on appelle aussi flap intimal, qui est la membrane qui sépare le vrai chenal du faux chenal, flotte dans l'aorte et vient s'intercaler devant les ostia des artères coronaires, ce qui peut entraîner des troubles de la repolarisation non systématisés et transitoires. C'est relativement rare, mais ça peut s'observer. En fait, l'ECG, il va surtout servir à documenter un diagnostic différentiel. Je vous ai mis 2 exemples entre parenthèses. À l'arrivée aux urgences, il faudra demander une biostandard, un bilan d'hémostase à minima et éventuellement un cycle de Tropo. Et il faudra demander une radiographie thoracique de face qui peut montrer un élargissement du médiastin supérieur avec un aspect en double contour du bouton aortique. Ça se reconnaît assez facilement sur ces 2 clichés. Devant ce type d'image, on peut formuler plusieurs hypothèses. C'est principalement le contexte qui permet d'évoquer une dissection aortique. Alors pour confirmer définitivement la dissection aortique, il faut distinguer 2 cas de figure. Si le patient est stable sur le plan hémodynamique, l'examen de référence, c'est l'angioscanner thoracique. Vous avez ici un angioscanner thoracique en coupe axiale et vous devez être immédiatement frappé par le diamètre de l'aorte ascendante qui est très augmenté par rapport à celui de l'aorte descendante. Et vous pouvez voir le vrai chenal qui prend facilement le contraste et le faux chenal. D'ailleurs, petite astuce, sur un scanner, en principe, le faux chenal apparaît plus grand que le vrai chenal. Et entre les deux, le flap intimal. 2 autres images. Ici, une dissection qui est visible au niveau de la crosse de l'aorte. Et là, on comprend bien qu'elle peut s'étendre au tronc supraortique. Et ici, une dissection qui est visible jusqu'à l'aorte abdominale avec toujours le vrai chenal et le faux chenal. Et de cette manière, vous pouvez parfois suivre la dissection jusqu'à la bifurcation aortique. Si par contre le patient est instable sur le plan hémodynamique, l'examen de référence, c'est l'échocardiographie qui sera d'abord réalisée par voie transthoracique, puis, dès que possible, par voie transœsophagienne. Alors voici les principaux signes évocateurs de dissection aortique en écho. C'est un peu compliqué. Essayez de retenir qu'il faut rechercher surtout une dilatation de la racine aortique et qu'il faut essayer de visualiser le flap intimal et de mettre en évidence une éventuelle insuffisance aortique centrée. Après, on peut également voir une dysfonction VG globale ou segmentaire sur une souffrance myocardique ou un épanchement péricardique. Alors là, il s'agit d'une coupe de TO avec la chambre de chasse du VG, la valve aortique, puis la racine aortique. Et on voit tout de suite que le diamètre de la racine aortique est très augmenté. Donc là, il s'agit d'un mode 2D. C'est le mode grâce auquel vous pouvez retrouver les principales coupes que vous connaissez, apicale 4 cavités, parasternale long axe, parasternale petit axe, sous-costale, coupe des vaisseaux de la base, etc. Lorsque vous êtes en ETT, ici c'est le TO, et ici en mode TM, avec une coupe à peu près au même niveau, on peut voir, montré par les flèches, le flap qui sépare le vrai chenal du faux chenal. Bon, c'est un peu compliqué. Là, vous avez 2 images plutôt caractéristiques. Dès lors que le diagnostic de dissection aortique est confirmé, le patient doit être admis sans délai dans un secteur spécialisé, idéalement en réanimation. Il faudra penser à stopper tout traitement antithrombotique, qu'il s'agisse du Cardiagic 75, du patient coronarien, du Lovenox à dose préventive. Il faudra penser également à antagoniser un éventuel traitement anticoagulant, type AVK. Et il faut en urgence contrôler la pression artérielle, de sorte à ce que la pression artérielle systolique n'excède pas 110 ou 120 mm de mercure, en utilisant des molécules qui permettent un contrôle rapide et précis de la pression artérielle, c'est-à-dire soit du loxène, un inhibiteur calcique, soit de l'eupressile, un antihypertenseur central.
en faisant une titration puis un relais à la seringue électrique. Certaines équipes utilisent les bêta-bloquants, c'est un peu spécialisé, retenez ces deux molécules et les posologies ne sont pas à connaître. En fonction du type de dissection, la prise en charge ne sera pas la même. S'il s'agit d'une dissection de type A, il faut opérer le patient en urgence. Donc faire une sternotomie et faire une chirurgie sous circulation extracorporelle pour remplacer le segment d'aorte disséqué par un tube droit. Et si le chirurgien constate que la valve aortique est endommagée, il va la remplacer par une prothèse mécanique le plus souvent. Et dans ce cas, il doit réimplanter les coronaires. C'est ce qu'on appelle une intervention de Bentall, lorsque les 3 gestes sont réalisés. Mais c'est absolument pas obligatoire. La seule chose qui est obligatoire, c'est de remplacer le segment d'aorte disséqué. Donc attention, on appelle intervention de Bentall la triple intervention, remplacement du segment d'aorte disséqué, remplacement de la valve aortique et réimplantation des coronaires. Si en revanche il s'agit d'une dissection de type B, le traitement médical seul suffit dans un premier temps, c'est-à-dire le contrôle strict de la pression artérielle, et à distance, d'autres thérapeutiques peuvent être envisagées, comme la mise en place d'une endoprothèse ou éventuellement de la chirurgie, mais il faut rester simple. Type A, chirurgie en urgence. Type B, traitement médical. Dernière diapo, c'est une question que j'avais croisée dans un dossier progressif. Qu'est-ce que l'on peut évoquer en cas d'insuffisance rénale aiguë chez un patient en post-opératoire d'une intervention de Bentall pour une dissection aortique de type A? J'ai retenu 3 hypothèses. Une extension de la dissection aux artères rénales, ça paraît évident. Une hémolyse induite par la CEC. Il faut bien garder en tête que toutes les techniques de circulation extracorporelle, y compris l'ECMO, induisent une hémolyse importante. Qui dit hémolyse dit précipitation intratubulaire et nécrose tubulaire aiguë. Et puis il faut évoquer également un bas débit à la sortie de pompe. Lorsque l'on stoppe la CEC et que le patient repasse en circulation spontanée, il y a souvent une instabilité hémodynamique avec un bas débit qui nécessite l'utilisation d'amine. Et si jamais ce bas débit se prolonge, il peut être responsable d'une insuffisance rénale aiguë, d'abord fonctionnelle, puis organique. Bref, de quoi faire un joli dossier transversal. Voilà, j'espère que ce topo vous sera utile. Je vous souhaite bon courage. À bientôt.